Alors, rebonjour à toutes et tous. On démarre aujourd'hui la 24e édition de la SEPH, donc la SEPH qui est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc la SEPH 2020. Et donc, c'est une semaine qui est dédiée justement, comme son nom l'indique, à l'emploi des personnes en situation de handicap en France, en Europe. Guy, tu ne me contrediras pas. Non. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, au niveau de la Fédération des ESH, on est réunis autour d'une question, enfin en tout cas autour d'un premier webinaire déjà qu'on propose au niveau de la fédération et notamment sur le champ du handicap, un webinaire sur le thème du management d'une personne handicapée à distance dans les ESH. Et puis là, effectivement, compte tenu du contexte, on va apporter un focus voilà, au contexte actuel qui est celui de la crise sanitaire. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que au sein des ESH, la question du management à distance n'est pas nouvelle, et notamment le management à distance d'une personne en situation de handicap à distance n'est pas nouvelle parce qu'il faut rappeler que plus de 50% des collaborateurs en situation de handicap dans nos structures sont des employés d'immeubles ou des gardiens d'immeubles. Donc des personnes qui sont sur site et qui évoluent de manière très autonome et qui n'ont pas d'interaction avec leur manager au quotidien. Donc finalement, nos managers, dans leur modèle, le management à distance de ces personnels-là, c'est vraiment monnaie courante, si on a envie de dire, et ça fait vraiment partie de leur pratique au quotidien. Donc c'est sûr qu'effectivement, on évolue dans un contexte différent du télétravail, comme on peut l'envisager et comme on peut le voir notamment se révéler là en ce moment, avec voilà, beaucoup de travail de fonctions administratives qui viennent au domicile, travailler au domicile. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément à prendre en compte. Pour nous éclairer en tout cas sur toutes ces questions de management du handicap, de management à distance, mais surtout du management de la différence et des singularités, on est accompagné aujourd'hui par Guy Tisserand, que vous voyez à l'écran, et qui va nous apporter son éclairage sur toutes ces questions-là. Peut-être en quelques mots, d'abord, Guy, tu peux peut-être te présenter et puis par la suite, on déroulera la présentation. Alors, juste petit rappel pour toutes et tous, voilà, vous avez la possibilité d'interagir via le chat si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On pourra les traiter tout au long du webinaire ou bien à la fin de la présentation de Guy. En fonction des éléments, je me permettrai de faire votre porte-parole. Merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous et à toutes. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour échanger effectivement sur la thématique du management à distance, alors des personnes handicapées, et on verra qu'on peut élargir très largement le propos au-delà du sujet du handicap très probablement. Je vais me présenter effectivement rapidement. Donc moi je suis Guy Tisserand, je suis le cofondateur et le président d'un cabinet qui s'appelle TH Conseil, qui est donc un cabinet de conseil, de formation, de recrutement et d'accompagnement et de communication, spécialisé dans les thématiques de la non-discrimination, de l'égalité des chances, avec un focus plus spécifique sur la thématique du handicap depuis l'origine, c'est-à-dire le cabinet existe depuis 15 ans, mais on a aussi très largement élargi le propos sur des sujets comme l'égalité professionnelle femmes-hommes, comme d'autres thématiques, la non-discrimination au sens large, le management équitable des singularités, c'est un petit peu la baseline du cabinet. Alors, me concernant, donc, je suis pas du tout originaire de ce type de sujet à l'origine, puisque je suis ingénieur en informatique et mathématiques appliquées au départ, donc voilà, plutôt issu de ce qu'on appelle les sciences dures. Et puis, j'ai décidé de cofonder ce cabinet il y a 15 ans parce que ces sujets de management, de prise en compte des singularités me paraissaient très intéressants. Voilà, donc on a créé ce cabinet et donc on est aujourd'hui une trentaine de personnes basées en région lyonnaise. On intervient sur l'ensemble du territoire français et on accompagne les ESH depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur ces sujets.
notamment sur le sujet du handicap, avec les conventions qui ont été signées avec la GFIP depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, voilà, on est beaucoup intervenu au niveau des ESH, et donc je connais assez bien le contexte des ESH et de l'emploi des personnes handicapées au sein des ESH. J'ajoute que pour ma part, j'ai été également sportif de haut niveau. Ça se voit pas là, mais à l'écran, mais je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Et j'ai été sportif de haut niveau en tennis de table handisport pendant une vingtaine d'années. J'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques, de 84 à 96. J'ai été médaillé d'or à Séoul, à Barcelone et à Atlanta, ce qui m'a permis de pas mal voyager, de voir le monde et de pouvoir aussi avoir un peu un avis sur, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est un avis, mais en tout cas un regard sur la prise en compte du handicap en fonction des pays et en fonction des cultures, qui est finalement assez intéressant. Voilà. Et puis, j'ai également écrit un livre qui s'appelle « Le handicap en entreprise, contraintes ou opportunités » et dont le sous-titre est « Vers un management équitable de la singularité », qui a été publié en 2012 et qui récapitule finalement assez largement l'approche qu'on peut être amené à proposer de notre côté sur la prise en compte de ces singularités. Voilà très rapidement un peu mon parcours. Donc, l'idée de cette intervention, c'est vraiment d'évoquer avec vous les sujets de prise en compte, alors en particulier dans le cadre de cette crise sanitaire, mais pas que finalement, du management à distance. Et comme l'a dit très bien Sarah en préambule, le sujet du management à distance est une question qui traverse globalement le management au sein des ESH, compte tenu du métier, des métiers, de la structuration, de l'organisation du travail, avec des gens qui sont finalement assez largement de manière à travailler seul et en étant accompagné évidemment par des managers, mais largement de manière distancielle. Et donc, ça pourra permettre, ce qu'on va évoquer là, de transposer un certain nombre de choses probablement au management de tous les jours, même si bien évidemment, il y a un petit focus particulier qui va être porté sur la partie liée à la crise sanitaire, parce que évidemment, ça nous met quand même dans un contexte tout à fait particulier. Voilà rapidement. Est-ce que Sarah, c'est bon pour toi? C'est parfait pour moi. Ok. Je te propose de démarrer. Alors, on va démarrer. J'ai une présentation que je vais vous partager et puis je vais donc dérouler cette présentation. N'hésitez pas à interagir sur le chat, comme le disait Sarah. Elle pourra soit garder les questions pour la fin, le cas échéant, ou m'interrompre aussi si la question semble vraiment intéressante à traiter à l'instant T. Il n'y a aucun souci pour pouvoir finalement interrompre la présentation pour pouvoir répondre à une question particulière. Donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors, l'idée, c'est de vous partager la présentation. La voilà, partagée. OK. Bien, alors, vous voyez le titre, donc c'est « Manager des collaborateurs handicapés à distance, en particulier en contexte de crise sanitaire ». Donc, c'est bien le « en particulier » qu'il faut noter, c'est-à-dire que globalement, tout ce qui va être évoqué peut largement être utilisé au quotidien, y compris quand on n'est pas en contexte de crise sanitaire, et on espère tous et toutes, évidemment, que nous allons en sortir le plus rapidement possible. Webinaire numéro 1 aussi, dièse 1. Pourquoi? Parce qu'il va y en avoir d'autres, en fait, qui sont prévus. Donc, il y en a un deuxième cette semaine qui est prévu également. Et puis ensuite, il y en aura d'autres qui sont prévus à partir de l'année prochaine, aussi un cycle de webinaires qui sera organisé en partenariat avec évidemment la fédération, qui vous proposera tout un cycle de webinaires sur ces thématiques plus particulièrement. Voilà. Alors, hop. Alors, en introduction, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'approche de TH Conseil est une approche de management équitable des singularités. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? De quoi parle-t-on? Quand on parle de handicap, très souvent, on va avoir une représentation, on y reviendra tout à l'heure sur les aspects représentation, stéréotypes, préjugés et biais. On va avoir une représentation de ce que le handicap est réellement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de partir du postulat, enfin du principe que finalement, nous sommes tous singuliers. Chacun d'entre nous est singulier. Nous avons tous nos singularités, nos particularités, nos différences, si on veut dire comme ça, qui font que on n'est pas
On n'est pas identique et heureusement, parce que si on l'était, on pense que le monde serait très uniforme et du coup très ennuyeux. Et donc le fait que nous soyons singuliers fait que nous nous enrichissons réciproquement et mutuellement de nos particularités. Alors, la problématique de la singularité, c'est qu'à la fois elle est extrêmement riche et en même temps elle peut être problématique parce que être singulier dans un environnement très uniformisé, ça peut aussi être source de complexité. Donc c'est un petit peu cette particularité qui va traverser la notion de management, c'est-à-dire quand on manage, qu'est-ce qu'on doit faire de ces singularités? Est-ce qu'on doit les prendre en compte ou est-ce qu'on doit finalement s'attendre à ce que les gens, on leur pose un cadre unique et qu'ils rentrent dans ce cadre? Bon, évidemment, c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de singularité? On parle du fait de toute différence qui fait que nous sommes uniques. Donc, on peut être. Alors, cette singularité, ça peut bien évidemment être le handicap, le genre, l'âge, l'origine, la religion, les différents critères il y en a 25 aujourd'hui en France, qui sont catégorisés par le défenseur des droits comme étant les sources potentielles de discrimination, mais bien au-delà de ces seuls critères, il peut y avoir d'autres éléments de singularité que sont par exemple le fait d'être débutant ou confirmé. C'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise et qu'on découvre l'entreprise, on n'est évidemment pas dans la même posture, on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes prérequis que quelqu'un qui va avoir déjà 10 ans d'expérience dans l'entreprise. Donc, bien évidemment, cette position par rapport à l'ancienneté qu'on peut avoir va avoir un impact sur qui on est dans l'organisation. Et puis, il peut y avoir d'autres critères comme la situation de famille, célibat, parentalité, monoparentalité, etc. Et donc là, on peut être aussi amené, on y reviendra tout à l'heure, à se dire, mais bon, moi, ça ne me regarde pas, je suis dans un environnement professionnel, tout ce qui va être du registre personnel n'est pas de mon ressort, et donc je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à ces histoires, à ces situations. Ça a d'ailleurs été pendant longtemps des vraies discussions importantes en matière de management et de prise en compte de singularité qui ont été, la question de se poser, c'est est-ce que je dois m'interroger, me questionner sur les caractéristiques personnelles de la personne, au risque aussi d'entrer dans un registre que je ne maîtrise pas, sur lequel je n'ai pas la main et qui me met en risque. Oui, effectivement, la question est légitime et on peut se dire, oui, je n'ai pas très envie de rentrer là-dedans. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas considérer que les gens qui arrivent dans le milieu professionnel posent leur valise le matin ou leur valise personnelle le matin, puis posent leur valise professionnelle le soir et rentrent chez eux comme si tout ça n'avait pas d'interdépendance? Bah, évidemment, non. Donc, on va voir que d'ailleurs le handicap est une question qui amène forcément à s'interroger sur ces situations-là, puisque il peut y avoir des impacts de handicap en dehors de l'environnement purement professionnel qui vont rejaillir sur le professionnel. Donc, faire complètement abstraction et une coupure absolue entre les deux, ça paraît compliqué. De la même façon, quelqu'un qui va être en cours de divorce ou qui va avoir des problématiques personnelles, on ne peut pas complètement faire abstraction de ce que ça va induire au niveau de son travail. Donc, où on positionne le curseur par rapport à ça, c'est une vraie question. Et alors, évidemment, la crise sanitaire a encore renforcé cette problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a été, tout le monde a été tout le monde, quand de nombreuses personnes se sont retrouvées en travail à domicile ou télétravail, en étant notamment au printemps amenés pour les gens qui avaient des enfants en bas âge, par exemple, à devoir cohabiter en même temps au travail, plus les enfants en bas âge à la maison, on ne peut pas complètement faire abstraction de cette situation, sinon on voit bien qu'on va complètement passer à côté de la réalité de la situation. Donc en fait, cette question de singularité est à la fois problématique, puisque évidemment elle nous amène à devoir être très adaptable par rapport à la réponse, et en même temps elle est incontournable. On ne peut pas faire autrement que de se poser ce genre de questions. Donc le management des singularités à distance, encore plus qu'au quotidien, va amener à devoir se poser la question de jusqu'où je vais, comment je connais la personne. J'avais un responsable d'une entreprise il y a peu de temps qui me disait « mais j'en reviens pas, je viens juste de découvrir, dans le cadre justement du premier confinement, je viens juste découvrir qu'une de mes collaboratrices très proches était parent isolé, avec un enfant ayant un handicap lourd, qu'elle vivait une situation très complexe au quotidien et que je n'avais même pas eu cette information et que dans mon management, je n'avais jamais du coup pris en compte cette dimension
et je ne comprenais pas parfois pourquoi elle avait des contraintes. Elle ne me l'avait jamais expliqué parce qu'elle n'avait jamais osé en parler. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû vraiment être beaucoup plus vigilant par rapport à ça, mais je n'avais pas l'information. Et donc, on voit que cette dimension personnelle, forcément, peut avoir des impacts. Alors, avec aussi une vigilance qu'il ne faut pas non plus rentrer dans la relation personnelle. Il faut bien comprendre les impacts que ça peut avoir. Et là, on reviendra sur la notion de handicap, sur les conséquences et impacts que ça peut avoir, mais non pas rentrer dans le personnel au sens de l'affectif, de l'émotionnel ou de la sympathie que ça peut générer. Donc, la posture va être extrêmement importante et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait d'être à distance va encore renforcer finalement cette dimension de prise en compte spécifique. Voilà. Donc, la singularité, de quoi parle-t-on? On a vu le télétravail, c'est-à-dire, alors, quand on parle de télétravail, donc dans le cadre des ESH, comme on l'a dit tout à l'heure, le management à distance, ça ne se résume pas au télétravail. C'est vraiment une pratique classique quotidienne. En revanche, c'est intéressant quand même, du fait de la crise sanitaire, de faire un focus particulier sur le télétravail. Alors, d'après l'article L212-22-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme, je reviens, voilà. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. On entend donc par télétravail toute forme de travail à distance s'effectuant notamment via une connexion Internet. Alors, c'est aussi une raison qui a fait qu'il y a eu des grandes discussions, vous avez peut-être suivi ça, sur le différentiel qui pouvait exister entre télétravail d'une part et travail à distance d'autre part. Parce que dans le télétravail, donc on a une notion qui est la notion de volontaire. Or là, en l'occurrence, avec la crise sanitaire, on n'était plus dans une logique de volontariat, on était dans une logique de contrainte. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont dit qu'on n'était pas dans un registre de télétravail, mais dans un registre de travail à distance. Bon, finalement, j'allais dire, dans le cadre de notre discussion de ce matin, peu importe, on est dans la logique de je ne travaille plus dans les locaux où je travaille habituellement, mais je travaille de chez moi, la plupart du temps. Donc voilà la définition de télétravail. Bon, alors, une fois posés ces deux aspects-là, l'idée, c'est de revenir sur quelque chose qui est un petit peu fondamental dans la prise en compte de la notion de handicap, mais plus globalement de la singularité ou de la diversité en milieu professionnel. C'est tout ce qui va toucher les notions d'a priori, de stéréotypes et de biais décisionnels. Alors, je vais faire un petit focus particulier sur ces notions-là, qui sont bien évidemment à prendre en compte, y compris bien au-delà de la seule dimension du management à distance ou du télétravail, parce que finalement, les a priori, les stéréotypes et les biais décisionnels vont gouverner beaucoup de relations qu'on va avoir avec les gens en général, et le sujet du handicap et des autres thématiques de la diversité ou de la non-discrimination également. Alors, a priori, stéréotypes et biais décisionnels, de quoi parle-t-on? En fait, on parle du fait que dès qu'on va rentrer en relation avec une personne, quelle qu'elle soit, donc si on dit des mots comme handicap, comme peau noire, comme âge, vieux, jeune, femme, homme, je sais pas, toutes les singularités qu'on peut définir, on va dans notre esprit, nous les êtres humains, avoir un phénomène automatique qui va se créer, qui va être la notion de représentation. On va se représenter la personne à partir d'un certain nombre de caractéristiques. On peut aller bien au-delà des mots que j'ai dit là. On peut parler des métiers eux-mêmes. On peut parler si on dit RH, si on dit gardien d'immeuble, si on dit employé d'immeuble, si on dit gardien ou gardienne, si on dit corse, si on dit breton, si on dit chinois. On va tout de suite, nous, les êtres humains, avoir une représentation qui va se fixer dans notre esprit. Cette représentation, elle est nécessaire. C'est-à-dire que quand on va utiliser des mots, ces mots vont engendrer chez nous des représentations et grâce à ça, on va pouvoir interagir. C'est-à-dire que si on n'avait aucune représentation, vous et moi, on ne pourrait pas échanger. Parce que finalement, le mot lui-même génère dans chacun de nos esprits à nous des représentations. On se représente le monde par les mots, par les concepts, etc. Donc le fait d'avoir des représentations, c'est nécessaire et c'est indispensable. Donc
finalement, on pourrait se dire, ben, du coup, quel est le problème? Alors, le problème survient à partir du moment où la représentation qu'on a, par un phénomène de généralisation, devient ce qu'on appelle un stéréotype. Autrement dit, que quand on va se représenter quelque chose, quelqu'un, on va se représenter à partir d'une description, alors qui sera vraie ou fausse d'ailleurs, parce que parfois on va se représenter quelqu'un à partir d'une a priori qu'on a, qui va être qu'il est par exemple, il y a des gens qui pensent que parce que quelqu'un a la peau noire, il est forcément d'origine africaine. La réponse est évidemment non. Il y a des tas de gens qui ont la peau noire qui ne sont pas d'origine africaine. Donc, on a cette représentation qui va, par phénomène de généralisation, potentiellement, fabriquer ce qu'on appelle des stéréotypes. C'est-à-dire, on va se dire, toutes les personnes appartenant à cette catégorie, alors appartenant vraiment ou pas, c'est-à-dire qu'on a rangé ou qui appartiennent réellement à cette catégorie, ont ces caractéristiques. Parce que cette catégorie est porteuse de ces caractéristiques. Donc, c'est le fait de passer de la représentation au stéréotype. Alors, qu'est-ce que ça génère comme problème? C'est que le stéréotype, à partir du moment où on a une généralisation de représentation, on ne va plus voir la personne à travers ce qu'elle est, mais à travers ce qu'on préjuge qu'elle est, parce qu'elle appartient à cette catégorie de population. Je vais prendre un exemple très simple, un exemple personnel très simple. Dans les années 90, moi j'étais dans l'informatique et j'étais chef de projet informatique et j'avais postulé pour être responsable d'un service informatique. Et mon manager N+2 me dit, tu ne vas pas pouvoir occuper ce poste, donc je ne vais pas te le donner. Je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi le problème? Et il me dit, parce qu'en fait, c'est un poste dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Je lui dis, oui, et alors, quel est le problème? Il me dit, dans ta situation, te déplacer, c'est très compliqué. Donc, comme je ne veux pas te mettre en difficulté, je ne vais pas te donner de poste, parce que sinon, ça va être trop difficile pour toi. En fait, la représentation qu'il avait, c'était que j'étais en fauteuil roulant. Son stéréotype, c'était que les personnes en fauteuil roulant ne pouvaient pas se déplacer facilement. Et donc, son biais, ça a généré chez lui un biais décisionnel, on appelle ça, c'est-à-dire son biais a été de dire « je ne te donne pas le poste parce que je considère que ça va être trop compliqué pour toi ». Sans avoir creusé plus avant, si oui ou non, en réalité, pour moi, ça représentait quelque chose de réel. Or, je lui ai contre-argumenté en lui disant « écoute, je suis allé à Séoul, Barcelone et Atlanta pour faire des Jeux paralympiques, je peux bien aller à Strasbourg ou à Lille pour aller faire ce métier ». Et là, tout d'un coup, il s'est dit, ah oui, effectivement, ce raisonnement était un raisonnement réducteur. Et donc, j'ai réussi à avoir le poste parce que j'ai réussi à déconstruire ces stéréotypes et donc à fracturer ce qu'on appelle ces biais. Et donc, la problématique des stéréotypes, des préjugés et des biais, c'est que finalement, ça va générer chez nous des comportements qui sont inadaptés à la personne, non pas en fonction de ce qu'elle est réellement, mais en fonction de ce qu'on préjuge qu'elle est. Et c'est ça qui va poser un problème majeur dans le domaine du handicap, mais plus globalement de tout ce qui est singularité. C'est-à-dire on va partir d'un postulat, d'un préjugé qui est cette personne a telle et telle caractéristique parce qu'elle appartient à telle ou telle catégorie. Et en fait, au lieu de voir la personne à travers ce qu'elle est réellement, on va la voir à travers ce qu'on imagine qu'elle est. Et donc, c'est une vraie grosse difficulté de toute forme de singularité. Et alors là, quand on va rentrer dans le management à distance, bien évidemment, ces phénomènes vont encore être presque multipliés parce qu'on va se retrouver dans une nouvelle situation. Donc, on va préjuger, par exemple, aujourd'hui, il y a encore des tas de gens qui sont réfractaires au télétravail parce que le préjugé qu'ils ont sur le télétravail, c'est que les gens qui sont en télétravail sont des gens qui n'ont pas envie de travailler, par exemple. Et s'ils veulent être en télétravail, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Bon, c'est un préjugé qui est encore très répandu aujourd'hui. On le constate encore malgré le contexte sanitaire actuel. Le glissement a été fait doucement, mais enfin, il y a quand même encore beaucoup de préjugés là-dessus. Donc, enfin, on s'aperçoit que tout ce qui va être stéréotype et préjugé va enclencher finalement des comportements qui peuvent être biaisés, qui peuvent être erronés par rapport à la situation réelle de la personne. Sur le sujet du handicap, si on cumule les différents facteurs, on peut avoir de multiples stéréotypes qui vont fausser finalement la relation qu'on va avoir à la personne. Donc, juste pour synthétiser ce que je viens de dire sur les logiques de stéréotypes et biais, on a tous des représentations. La représentation, c'est une idée incomplète et provisoire de ce qui est la vérité sur un objet donné. C'est ce qui aussi nous permet d'interagir, d'échanger. Si on n'a pas de représentation, on ne peut pas échanger entre nous. Ces représentations, par phénomène de généralisation, risquent de devenir des stéréotypes. Un exemple relativement simple, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La représentation c'est les personnes handicapées en fauteuil roulant ont des difficultés à se déplacer. Donc,
Le stéréotype, c'est toutes les personnes en fauteuil roulant vont avoir du mal à se déplacer. Et donc, le préjugé, c'est cette personne en fauteuil roulant ne pourra pas occuper ce poste, où ça va être très compliqué pour lui d'occuper ce poste dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Et le biais, ça va être je ne lui donne pas le poste. Et donc, on va voir que tant qu'on est dans ces logiques de représentation stéréotype, préjugé, biais, on va risquer d'avoir des comportements qui seront inadaptés à la situation. Alors, parfois, ça peut être vrai, parfois, ça peut correspondre à la réalité, mais dans un certain nombre de cas, ça n'allait pas. Et donc, ce phénomène de représentation qui va jusqu'au biais est un phénomène qui est constitutif de ce qu'on appelle les discriminations directes. C'est-à-dire que je ne me comporte avec une personne non pas en fonction de ce qu'elle est réellement, mais en fonction de ce que je pense qu'elle est. Et donc, le comportement que j'ai n'est pas nécessairement adapté à la personne que j'ai en face de moi. Donc, par exemple, sur le sujet du télétravail, si je préjuge que la personne qui va souhaiter être en télétravail alors, indépendamment de la crise sanitaire où on est obligé d'être en télétravail, mais auparavant, la représentation qui existait fréquemment était de dire les gens qui demandent du télétravail sont des gens qui n'ont pas envie de travailler. Ben forcément, le jour où je vais, par exemple, si j'accepte ou s'il y a un accord de télétravail, je vais préjuger que les gens qui vont être les premiers à demander le télétravail vont être ceux que je vais devoir surveiller le plus parce que je n'aurai pas confiance en eux, parce que je vais partir du postulat ou du préjugé que s'ils ont demandé le télétravail, c'est qu'ils n'ont pas envie de travailler. Alors, on peut extrapoler ce raisonnement bien dans des tas d'autres situations, mais on s'aperçoit que cette logique de stéréotype va fausser la relation et va se produire un phénomène assez fréquent qui est le phénomène d'autoréalisation, c'est-à-dire plus j'ai un préjugé sur quelqu'un, plus la personne va se conformer à ce préjugé. Pourquoi ? Parce qu'elle va être tellement convaincue que vous penserez toujours ça d'elle, qu'elle va finalement se dire, s'il pense ça de moi, c'est que ça doit être vrai. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et donc, la logique du stéréotype, du préjugé et du biais est vraiment quelque chose qui est un phénomène qui à la fois est discriminant d'une part quand on l'applique directement, mais aussi un phénomène d'autoréalisation, de renforcement finalement des stéréotypes. Donc, plus j'ai des stéréotypes, et plus je suis convaincu de mes stéréotypes, et plus les gens se conforment à mes stéréotypes, etc. etc. Donc, la logique de la prise de conscience de cette notion de stéréotype, préjugé, biais, fait que si on a conscience de ça, on peut toujours avoir des représentations et des stéréotypes parce que l'être humain ne peut pas vivre sans stéréotypes. Enfin, en gros, il ne peut pas vivre sans représentation et probablement sans stéréotypes. En revanche, ce qui va être important, c'est les biais qui sont associés. C'est-à-dire, si on a des stéréotypes mais qu'on a conscience de ces biais, on va essayer de limiter les comportements biaisés par rapport à nos propres stéréotypes. Et là, quand on se retrouve dans une situation particulière, comme le travail à distance, comme le télétravail, la crise sanitaire, et plus globalement, on a au sein des ESH, dans la logique du travail à distance plus globale que représentent notamment les gens qui sont isolés sur leur poste, etc., si on a des préjugés sur le travail à distance, eh bien, on va risquer d'entretenir finalement des comportements et des phénomènes inadéquats par les préjugés qu'on en a. Donc, en fait, ce qui va être extrêmement important, c'est de conscientiser ce phénomène. Pas de se dire je ne veux plus jamais avoir de stéréotypes parce que ça n'est pas possible, mais de conscientiser qu'on en a tous. Moi, par exemple, c'est mon métier, je fais ça depuis des années et pour autant, j'ai toujours énormément de stéréotypes et de préjugés. J'en ai conscience. C'est peut-être en ça que j'ai progressé, c'est que maintenant, j'ai conscience beaucoup plus qu'auparavant que j'ai ces stéréotypes. En revanche, ce sur quoi j'essaye d'être vraiment vigilant, c'est de faire en sorte que ces stéréotypes ne génèrent pas chez moi trop de biais. Et donc d'être vigilant aux biais que ça induit chez moi. Alors ça, on peut ce phénomène-là, ou cette vigilance-là, on peut l'avoir qu'on soit en télétravail ou pas. Je veux dire, le handicap, par exemple, est un vecteur de stéréotypes forts parce qu'on ne le connaît pas très bien, parce qu'on a des expériences, mais qu'elles sont relativement ponctuelles ou également très émotionnelles, parce que ça peut être quelqu'un de son environnement, et l'émotion va structurer chez nous des préjugés, des stéréotypes, et du coup, ça peut déclencher chez nous des comportements inadéquats. Donc, si on cumule la singularité du handicap, par exemple, plus la spécificité liée au télétravail et tous les stéréotypes qu'il peut y avoir sur le handicap, plus le télétravail, le travail à distance, etc., ça fait beaucoup. Et ça risque finalement de déclencher et de générer chez nous beaucoup de biais.
Donc, si on veut pouvoir faire un management à distance, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, mais plus globalement, qui fonctionne bien, on doit être extrêmement vigilant à cette notion de biais. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat. Je ne sais pas si tu veux… Alors non, on n'a pas de questions sur le chat, mais justement, ça me fait peut-être réagir aussi par rapport à ce que tu disais là. Comment, alors aujourd'hui, effectivement, là, tel que tu nous le présentes, on se rend bien compte, et là, aujourd'hui, on parle de ce sujet-là, mais au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être sensibiliser les personnes justement au fait de ne pas prendre en compte justement leurs préjugés, ou en tout cas déconstruire leurs préjugés pour que justement ça n'induise pas un biais décisionnel. Au quotidien, dans une entreprise, est-ce qu'il y a un exemple d'élément qui a marché, une baguette magique peut-être? Alors, la magie, en l'occurrence, ça n'existe pas trop, je crois. Donc, il n'y a pas de baguette magique, il y a une somme d'actions à entreprendre, en fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent on dit, quand on veut faire une politique handicap, diversité, etc., il faut déconstruire les préjugés. Moi, je suis relativement dubitatif par rapport à cette approche. Pourquoi? Parce qu'en fait, des préjugés, il y en a autant qu'il y a de personnes. Et puis, comme le cerveau humain, il a besoin de fonctionner avec des représentations et des stéréotypes, finalement, si on déconstruit un stéréotype, il y en a un autre qui va prendre la place très probablement. Et puis, chacun ayant des préjugés ou des stéréotypes différents, ça voudrait dire qu'il faut s'adresser à chacun pour comprendre quels sont les stéréotypes qui sont les siens, pour les déconstruire les uns après les autres. Bon, c'est un travail de titan, quasiment impossible à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acculturer un peu les gens sur le sujet. C'est-à-dire, par exemple, faire de la culture générale sur le handicap en expliquant que y a que 80% des handicaps ne se voient pas, par exemple, qu'il n'y a que 2% des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant, etc. Bon, évidemment, ça, c'est des choses, c'est de la culture qui peut améliorer globalement la prise en compte du sujet. Mais finalement, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut essentiellement réussir à construire la vigilance des gens sur les biais. C'est-à-dire qu'avoir des stéréotypes, finalement, en soi, d'abord, on ne peut pas faire autrement que d'en avoir, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas si grave que ça d'avoir des stéréotypes. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est de les traduire en action. C'est-à-dire, on peut avoir un préjugé. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai encore des tas de préjugés. Mais là où j'espère, en tout cas, progresser, c'est que ces préjugés, chez moi, vont moins souvent avoir un impact en matière de comportement. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer quelqu'un, je sais bien que je vais avoir des préjugés sur cette personne. Dès qu'on rencontre quelqu'un, de toute façon, on a des préjugés. C'est fondamental, enfin, c'est presque, c'est mécanique d'une certaine manière. En revanche, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaye de me dire, OK, tu as des préjugés, clairs, bon, mais laisse la personne être ce qu'elle est, en fait. Et tu verras qu'elle n'est probablement pas ce que tu imagines qu'elle est. Lui laisser la chance, la possibilité d'être ce qu'elle est vraiment, en fait. Et donc, pour ça, quelles sont les actions à entreprendre? C'est une pédagogie de la compréhension de ces phénomènes. C'est-à-dire que tant que les gens ne comprennent pas ce phénomène de représentation stéréotype, préjugé, biais, cette mécanique finalement automatique du cerveau, on peut toujours déconstruire tous les stéréotypes qu'on voudra en amont. On n'aura jamais travaillé sur le phénomène essentiel qui est la fabrication du biais. Donc, si on veut éviter des comportements d'élimination, d'exclusion, discriminatoires, etc., il faut comprendre le phénomène qui va de la représentation jusqu'au biais, sans s'en culpabiliser d'en avoir, parce qu'on est comme ça, le cerveau humain est fait comme ça, mais en ayant la vigilance qui permet de limiter l'impact en matière de construction de biais. Et donc ça, c'est une pédagogie un peu quotidienne, d'une part, mais d'autre part, c'est quand même la formation. Alors, d'ailleurs, ça devrait même déjà, de mon point de vue, être la base de la formation managériale, ça, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manager, il va avoir en face de lui des tas de gens très différents. S'il fonctionne majoritairement avec des logiques de biais, il va fabriquer il va finalement biaiser la relation qu'il aura à la personne, et du coup, il va pas pouvoir manager la personne pour ce qu'elle est, mais il va la manager pour ce qu'il préjuge qu'elle est. Et ça va du coup fausser cette relation.
C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à mon manager et moi-même, par rapport à l'évolution professionnelle, mais on peut retrouver ça dans des tas d'autres situations. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en plus, on peut avoir des préjugés positifs ou négatifs. Ça n'empêche pas qu'ils ont des impacts négatifs. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un préjugé positif sur une catégorie de population, par exemple dire quelqu'un qui est handicapé, il est par nature très dynamique, motivé, courageux, etc. Et en fait, c'est pas parce que le préjugé est positif qu'il n'a pas un impact négatif. Parce que quand on va être, par exemple, sur un préjugé positif de type quelqu'un est cette catégorie de population est très courageuse ou très motivée, supposons, si la personne qui est dans cette catégorie est très motivée, on va considérer que c'est juste normal puisqu'il appartient à cette catégorie. Donc on valorisera même pas sa motivation finalement. Donc les préjugés, finalement, au lieu de voir la personne pour ce qu'elle est, on voit la personne pour ce qu'on imagine qu'elle est. Et du coup, on l'enferme dans un regard qui fait qu'on ne peut pas, finalement, derrière, avoir un management adapté, puisqu'on ne va pas la voir à travers ce qu'elle est réellement, mais à travers ce qu'on a imaginé qu'elle était. Et cette approche de compréhension de ce phénomène va permettre derrière d'enclencher ce qu'on appellera un management équitable, puisqu'on va être dans un management personnalisé, adapté à la personne, dans une logique finalement de reconnaissance des singularités de chacun. Donc ça, c'est pour moi, la base, c'est la formation. Alors après, il y a des outils un peu rigolos, c'est-à-dire que, par exemple, moi avec mes enfants, maintenant, ils me disent, papa, c'est bon, on a notre dose par rapport à la question des stéréotypes et des préjugés et des biais, on a compris le phénomène, mais on a pu gérer des situations où on faisait des petits jeux, où on disait, dès qu'il y en a un qui entend un stéréotype, paf, il le remarque, etc. Donc, il le signale. Donc, l'idée, c'est un entraînement. Je pense que la question de la non-discrimination, c'est aussi une question d'entraînement. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont discriminants sans le vouloir. La plupart du temps, les biais qu'on a sont des biais inconscients. C'est rare, c'est plus rare d'avoir des biais conscients, c'est-à-dire de dire je discrimine volontairement. La plupart du temps, nos comportements sont faussés, non pas parce qu'on veut être discriminant, mais parce qu'on est structuré, notre cerveau fonctionne de cette manière-là. Donc, si on veut pouvoir faire du management à distance réussi, il faut évidemment être très vigilant parce que en plus, les préjugés vont s'additionner et les biais vont du coup se multiplier. D'accord? Donc, voilà la solution. Enfin, la solution, il n'y a pas une solution miracle, encore une fois, on n'est pas dans la magie, mais l'outillage de base, c'est de dire conscientisons bien ce phénomène de biais, ne nous culpabilisons pas d'en avoir, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'en avoir, mais essayons d'être vigilants au fait que ça ne se produise pas trop souvent. C'est vraiment… Pardon ? Oui, merci. En fait, là, si on reprend par rapport effectivement à notre sujet, en tout cas la question du handicap, l'idée en entreprise, peut-être ce serait de pouvoir sensibiliser un maximum en reprenant ce que tu disais au niveau de l'acculturation sur le sujet du handicap. Si jamais on traite d'un autre sujet, peut-être qui peut faire l'objet de stéréotypes et également de préjugés, ce sera également la même logique de déconstruire effectivement et d'acculturer sur le sujet qu'on souhaite traiter. Et puis, par la suite, effectivement, peut-être former, aller un peu plus loin que la sensibilisation, mais entamer effectivement des actions de formation et peut-être après voir et agir au niveau d'un biais décisionnel qui peut-être peut impacter un ou plusieurs collaborateurs. Voilà, si effectivement on peut peut-être rectifier le tir ou essayer de comprendre pourquoi effectivement cette décision a été prise à un moment donné pour ce collaborateur. Essayer d'agir vraiment sur un cas isolé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur les biais, on s'aperçoit qu'on a une approche systémique du coup derrière. C'est-à-dire que si on a limité ces biais, on va par voie de conséquence limiter les biais sur tous les sujets, finalement, puisqu'on a compris le phénomène. C'est-à-dire qu'on agit sur le phénomène, on n'agit pas sur la cause initiale, parce que la cause initiale, elle peut très bien être multiple. Je veux dire, les stéréotypes, ils sont tellement variés que déconstruire tous les stéréotypes, c'est juste impossible. En revanche, prendre conscience du phénomène de biais, c'est quelque part être en capacité, quel que soit finalement le stéréotype initial, d'en limiter l'impact, en fait, ou de ne pas avoir d'impact. Et donc, c'est là où c'est vraiment essentiel. Je vais donner un exemple très lié à votre contexte des ESH. Quand on a commencé, la première fois qu'on est entré en relation avec les ESH,
avec la fédération qui a lancé la politique handicap. La première chose qu'on nous a dite, c'est de toute façon, chez nous, recruter des personnes handicapées, c'est quasiment pas possible. C'est quasiment pas possible. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Et on m'a expliqué que c'était pas possible parce que le métier principal des ESH, c'était gardien ou gardienne d'immeuble ou employé d'immeuble. Et que donc, du coup, bien évidemment, on ne pouvait pas recruter des personnes handicapées sur ces métiers. Donc, c'était assez… Enfin, voilà, on voyait le préjugé, c'était que le métier était avec des contraintes physiques et que donc des gens qui étaient handicapés ne pouvaient pas occuper des postes à contraintes physiques. Et quand on a fait une analyse un petit peu plus détaillée, on s'est rendu compte que 70% des personnes handicapées présentes dans les effectifs des ESH étaient gardiens d'immeubles ou employés d'immeubles. On voit bien. Et donc là, le biais, c'était quoi? C'était d'arriver à la conclusion du coup, je n'imagine même pas recruter des personnes handicapées. Donc, dans les processus de recrutement, je ne vais pas inclure le sujet du handicap. C'est ça le biais. À partir du moment où j'ai compris, où je comprends le stéréotype, mais je me dis, ben, finalement, ça va limiter mon biais. Mais si je prends conscience du biais en disant, mais non, mais de toute façon, je ne dois pas avoir de biais, j'essaye de ne pas avoir de biais, ben, je ne me pose même plus la question du stéréotype amont. J'ouvre tout et puis je vois ce que ça donne. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, alors là on a un peu dérivé par rapport à la question du travail à distance, mais finalement ces notions de préjugés, stéréotypes, biais, ils sont essentiels parce que c'est ce qui permet derrière d'éviter des comportements inadéquats en matière de management, en matière de relations au sens large, hein, parce que finalement, ces phénomènes-là, on voit bien que ça peut fonctionner. Vous allez vous habitez quelque part, vous avez des nouveaux voisins qui arrivent, vous allez avoir des préjugés sur eux. Voilà, et donc ça peut, en fonction de la manière dont ça va se passer, ça peut très bien vite avoir un impact sur votre relation. Et c'est vrai dans toutes les relations qu'on a. Alors, l'autre outil qu'on peut mobiliser pour essayer de limiter ces phénomènes-là, c'est la rencontre. Plus on rencontre les gens, plus on les connaît, moins on est gouverné par nos stéréotypes. Si on a la capacité à ne pas s'enfermer complètement dans nos stéréotypes, parce que si on s'enferme complètement dedans, on va avoir ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire le stéréotype que j'ai, je vais chercher tous les indices pour les conforter. Et d'ailleurs, le cerveau humain est assez rigolo parce que quand vous trouvez un contre-exemple à quelque chose dans lequel vous avez une vraie certitude, vous dites c'est l'exception qui confirme la règle. Nous disons tous ça. Parce qu'on n'a pas envie de toucher à sa représentation du monde. Donc, voilà. Alors, dans les stéréotypes, pour finir sur les stéréotypes et rentrer vraiment après dans le management à distance, il y a 3 grandes formes de stéréotypes qui sont importants à comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle les hétérostéréotypes. Donc, les hétérostéréotypes, c'est les stéréotypes qu'on a sur les autres. Par exemple, je suis manager, j'ai un stéréotype sur le fait que les gens qui travaillent à distance, ils ont moins envie de travailler que les autres. Ça, c'est un hétérostéréotype. Et du coup, ça va déclencher chez nous des biais qui peuvent être, par exemple, je vais le contrôler davantage. Bon, alors là, dans les exemples qu'on a, la période de confinement est une période moins chargée en quantité de travail, représentation, alors qu'il peut être vrai ou faux d'ailleurs. Les personnes seront moins fatiguées à leur retour de confinement, étant donné qu'il y a moins de travail. Elles vont donc pouvoir produire davantage à leur retour, mais les exigences professionnelles vont être supérieures. On voit le phénomène, la représentation, le stéréotype, le préjugé, le biais. Voilà, ça c'est l'hétérostéréotype. Le deuxième, c'est le métastéréotype. Alors le métastéréotype, c'est intéressant, c'est un peu compliqué, mais c'est très intéressant. C'est le stéréotype que j'ai sur les stéréotypes que les autres ont sur moi. Ça, c'est aussi intéressant dans le cadre du phénomène, parce que par exemple, là, la représentation, c'est « je pense que mon manager fait une séparation nette entre la vie perso et la vie pro ». Le stéréotype, c'est « ma situation personnelle ne concerne pas et n'intéresse pas l'entreprise du coup ». Le préjugé, si je parle de mes fragilités personnelles, mon manager va considérer ça comme déplacé. Le biais, je gère tous mes besoins spécifiques par mes propres moyens et toutes mes difficultés sans en parler. Et je me mets en danger. Donc ça, c'est le métastéréotype en fait. Et le troisième, c'est l'autostéréotype. L'autostéréotype, c'est le stéréotype qu'on a sur soi-même. Alors ça peut paraître paradoxal de dire ça, parce que comment peut-on avoir des préjugés sur soi-même à partir du moment où on se connaît? D'abord, on ne se connaît pas tant que ça la plupart du temps, et puis c'est pas parce qu'on se connaît qu'on n'a pas des a priori sur soi.
Parce que justement, on se connaît et on se dit, bah, tiens, on n'est pas capable de faire ci, ou on ne peut pas faire ça, voilà. Et donc, les représentations, c'est l'autostéréotype va déclencher le phénomène suivant. En tant que manager, je sais gérer les problèmes de mes collaborateurs. Le stéréotype, c'est les managers sont des personnes solides. Les managers savent gérer leurs besoins spécifiques par leurs propres moyens. Le biais, c'est je ne prévois pas d'exprimer mes besoins car je dois les gérer par moi-même. Parce que je suis manager. Donc, en tant que manager, mon préjugé fait que sur moi-même, je ne peux pas exprimer quoi que ce soit parce que, en tant que manager, je dois gérer ça par mes propres moyens. C'est le statut de manager que je m'attribue à moi-même, donc c'est un stéréotype que je vais m'affecter à moi-même, qui va déclencher mon comportement. On a vu, par expérience, depuis quelques mois, un certain nombre de managers, je vais le dire comme ça, c'est un peu trivial, mais partir en vrille, parce que justement, ils se sont dit, c'est à moi de gérer tout ça, et je vais le gérer, c'est mon job, et je ne me fais pas aider moi-même. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est manager, on est avant tout déjà une personne et un collaborateur, un salarié. Et donc, on a parfois les mêmes besoins de fragilité, on a les mêmes fragilités, les mêmes besoins d'accompagnement que ses propres collaborateurs. De plus, la période de confinement a pu révéler, on le verra tout à l'heure, un certain nombre de fragilités des collaborateurs qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décompensé, qui ont été dans des situations difficiles, etc. Donc, en tant que manager, si on a vraiment voulu accompagner les personnes, on a pu recevoir un tas de situations compliquées. Donc, plus on reçoit des situations compliquées, plus ça nous met nous-mêmes en difficulté. Et donc, si on pense qu'on est un manager et qu'on doit être solide et que donc on ne doit pas exprimer ses fragilités, alors on risque de se mettre en danger. Voilà. Donc, tous ces phénomènes de stéréotypes doivent être investigués pour essayer de limiter, autant que faire se peut, l'impact qu'ils vont avoir sur les comportements en matière de ce qu'on appelle donc des biais. Le biais, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, ça biaise la relation, en fait. Ça biaise la situation. Quelques exemples de préjugés qu'on a entendus. Voilà, elle a des difficultés à concilier sa vie pro et sa vie perso. Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est un préjugé qu'on a? C'est intéressant de se poser la question. On peut vite arriver là-dessus parce qu'on a eu 2-3 situations dans lesquelles finalement on avait voulu organiser une réunion, la personne n'a pas pu se joindre à cette réunion et paf, on va tout de suite en conclure qu'elle a des difficultés. Ça peut être très conjoncturel, ça peut être vrai aussi. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les préjugés ne sont pas nécessairement faux non plus. C'est juste que tant qu'on n'a pas identifié que c'est une réalité, il faut faire attention de ne pas en faire une réalité. C'est ça l'idée. C'est vraiment un bosseur. Ouais, ben voilà, ça aussi. Est-ce que ça repose sur une réalité constatée? Est-ce que ça repose sur quelques a priori ou quelques préjugés ou quelques représentations qu'on a pu avoir d'exemples qu'on a eus? Il est surinvesti dans son boulot. Essayez de comprendre pourquoi on dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'il est surinvesti? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une réalité de la même façon? Elle est fragile. Qu'est-ce que ça veut dire être fragile? Est-ce qu'elle est fragile durablement? Est-ce qu'elle est fragile ponctuellement? Qu'est-ce qui fait que je pense ça? Est-ce que ça déclenche quelque chose? Est-ce que ça repose sur quelque chose de constaté, de réel, ou est-ce que c'est vraiment un préjugé? Il est déjà pas bien courageux. Il n'est pas très organisé dans son travail. Bon, tout ça, ça peut être des représentations, ça peut être des réalités ou des représentations. C'est important de pouvoir faire la part des choses entre les deux. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est aussi, alors là, on va y revenir un peu par la suite sur la notion dite de compensation des conséquences du handicap, mais plus globalement de compensation des singularités. En fait, il faut décomposer, si c'est possible, les choses en plusieurs aspects. Premièrement, comprendre la contrainte que la personne peut avoir. D'accord? Et la contrainte, il faut la constater réellement. C'est-à-dire, il y a une vraie contrainte. Alors, c'est là où on commence à s'interroger sur faut-il entrer dans le registre du personnel ou pas? Et en tant que manager, est-ce que je peux investiguer l'environnement ou le registre personnel de la personne? Si le registre personnel, s'il y a des événements ou des effets dans la vie personnelle qui rejaillissent sur l'environnement professionnel, la réponse est oui.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut comprendre, et là, par exemple, je vais donner un exemple sur le sujet du handicap. L'idée n'est pas de se dire quelle pathologie la personne a ou quel handicap elle a. Ça ne me regarde pas, c'est du registre médical. En plus, je ne suis pas médecin, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, etc. En revanche, que cette pathologie ou ce handicap va avoir un impact sur la personne, oui, alors là, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, par exemple, imaginons, indépendamment du sujet du télétravail ou du travail à distance ou de la crise sanitaire, vous avez quelqu'un qui a une pathologie qui fait que tous les matins, elle a un traitement médical. Et que ce traitement médical génère chez elle une fatigabilité importante, par exemple. Elle a besoin d'arriver un peu plus tard le matin et elle va se retrouver dans une situation où il faudra qu'elle fasse quelques pauses dans la journée. Le fait que ce traitement, elle l'ait le matin, ce n'est pas pour savoir quel traitement elle a, quelle pathologie elle a qui est important. C'est le fait de savoir que ce traitement, même s'il est dans le registre personnel, c'est-à-dire s'il est en dehors des heures de travail, va avoir des impacts qui vont rejaillir sur l'environnement de travail. Donc, ce qui va être important, c'est la conséquence de la singularité, du handicap en l'occurrence là, sur le travail, et la manière que je vais avoir, moi, en tant que manager, de prendre en compte ces conséquences pour ce qu'on appellera les compenser. C'est-à-dire les comprendre pour les respecter sans préjugés. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle arrive tard le matin qu'elle est feignante. C'est pas parce qu'elle fait 3 pauses dans la journée qu'elle est feignante. C'est juste qu'il y a une conséquence directe de sa situation de handicap qui induit cette situation. Et donc, ce qui va être important, c'est de comprendre les contraintes ou les conséquences, enfin les contraintes des personnes. Les contraintes des personnes, par exemple, travail sur écran de PC portable difficile. La personne, elle travaille quand elle est à son bureau, supposons elle a un écran, elle a un ordinateur fixe avec un écran classique, etc. Et là, dans le cadre du travail à distance, on lui a dit, il y a des PC portables, tu vas prendre un PC portable. Il y a des gens pour lesquels travailler sur un PC portable, ça va être très compliqué, surtout s'il n'y a pas d'adaptation prévue. Quelqu'un qui est malvoyant, par exemple, qui est sur un petit écran de portable, il va avoir beaucoup de mal. Donc, vous avez les contraintes qui sont celles induites par la singularité de la personne. Indépendamment du handicap, la garde d'enfants. Tout le monde, on en a tellement parlé durant cette période de confinement, cette logique de garde d'enfants, c'est une contrainte. Alors, ça ne veut pas dire qu'avoir des enfants, c'est une contrainte intrinsèquement. Ça veut juste dire que l'impact sur le travail n'est pas neutre. Donc, on peut mesurer les contraintes. Alors, la garde d'enfants, auparavant, il y a quelques années, on disait, mais moi, le fait que vous ayez des enfants ou pas, ça ne me concerne pas. Là, en l'occurrence, on ne pouvait pas faire ça. Dans le cadre du travail à distance et de la période de confinement, on ne peut pas dire aux gens, le fait que vous ayez des enfants ou pas, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Non, ça ne me concerne pas, mais c'est important que je le prenne en compte, parce que si je ne le prends pas en compte, je fais comme si, je me mets des œillères, mais ça ne résout pas le sujet ou la problématique. Donc, il faut bien le prendre en compte. En termes d'organisation de travail, en termes d'objectifs, en termes d'horaires, d'organisation des horaires de réunion, etc. Donc, les contraintes, on les identifie. Derrière, ça génère des conséquences. Donc, les conséquences, c'est la fatigabilité, la migraine, les augmentations des erreurs, par exemple, si la personne, elle travaille sur un écran de PC portable difficile. Les besoins, c'est affichage plus grand, contrasté, plus de pauses, éventuellement des médicaments, ça peut être aussi un écran plus large, enfin voilà. Et donc, les solutions, c'est écran externe, organisation du travail. Donc là, on part du registre de la contrainte, on va vers la conséquence, on exprime le besoin et on essaye de trouver des solutions. Bon, le management de base, ça pourrait être ça, ça devrait être ça, c'est ça. Dans le cadre du travail à distance, c'est forcément d'autant plus important parce que le nombre de besoins, de contraintes va être augmenté du fait qu'on se retrouve dans un environnement non maîtrisé à l'instant T. Au niveau de la garde d'enfants, les conséquences, c'est horaire, école, devoirs, repas, etc. Donc, des tranches horaires bloquées pour contraintes familiales. Donc, les solutions, ça peut être l'organisation du travail, horaire, répartition des tâches entre les équipes, etc., etc. Voilà. Alors, on peut se dire, oui, ça ne me regarde pas. Non, ça ne marche pas. Si on dit ça ne me regarde pas, on s'aperçoit que cette chaîne de valeur, j'allais dire, entre la contrainte et la solution n'est pas investiguée. Et du coup, on va se retrouver à mettre des gens face à des murs et finalement être dans une logique d'échec. Qui va entretenir les stéréotypes en disant, vous voyez bien que les gens qui sont en télétravail ne bossent pas, puisque la preuve, c'est que quand on leur demande d'avoir une réunion à telle heure, ils ne sont jamais disponibles.
Ah oui, parce qu'on fait abstraction des contraintes autres qui peuvent exister et qui, du coup, peuvent déclencher ce phénomène. Alors, Et ces pour… logiques-là, Guy, juste si je peux appuyer, effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup apparaître justement dans les nouvelles attentes des collaborateurs aussi, dans leur organisation de travail, dans le management, dans la prise en compte justement de leur sphère personnelle, ou en tout cas leurs besoins personnels liés effectivement à l'adaptation de leur conditions de travail, en tout cas de leur environnement de travail. C'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître. Il y a effectivement les nouvelles générations qui ont d'autres attentes par rapport au travail, donc ça c'est un fait, mais aussi la crise sanitaire qui a révélé aussi le fait que bon, ben voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire abstraction, notamment au niveau de la parentalité, du fait que voilà, je dois m'adapter parce qu'aujourd'hui, on est aussi deux, souvent, si on est en couple à travailler. Dans le cadre d'une famille monoparentale, ben justement, je dois pouvoir savoir et pouvoir m'organiser seule. J'ai aussi d'autres contraintes par ailleurs, donc c'est important de le prendre en compte en dehors du champ du handicap, mais justement pour répondre aussi à des logiques, entre guillemets, de bien-être au travail. Etc. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, on le voit, il y a une revendication forte par rapport à ça. Alors, c'était déjà le cas plus ou moins avant, parce qu'on parle alors sans avoir trop de stéréotypes, on parle des générations Y qui revendiquent une reconnaissance de leur singularité, justement. Clairement, ça ne fait que se renforcer avec ce contexte, qui est un contexte où alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire il n'y a plus de vie personnelle, tout est mélangé, etc. Bien entendu que c'est pas le cas. Il faut faire attention à bien garder une dissociation entre la vie perso et la vie pro. Hein. La question n'est pas là. En revanche, penser que dans la vie pro, on fait complètement abstraction de la vie perso, c'est pas possible non plus. Et donc, il y a vraiment cette capacité à prendre la personne dans sa globalité, parce que les fragilités, les difficultés, les problématiques qui peuvent se poser, elles se séparent pas entre les deux, quoi. Donc, il faut être vraiment vigilant là-dessus, sans pour autant que l'idée soit de dire on fait plus de séparation du tout entre les deux. Il y a bien une séparation entre vie perso et vie pro, et c'est important de pouvoir garder cette séparation. En revanche, dire que dans la vie pro, la vie perso n'a aucun impact, c'est une erreur aussi. Voilà. Juste le dernier petit point là, pour illustrer le propos sur les stéréotypes que j'évoquais tout à l'heure. Si on est dans la troisième ligne là, avec garde d'enfants, horaire, école, et on analyse les contraintes, les conséquences, les besoins et on trouve des solutions. Si on est dans le registre des stéréotypes et des préjugés, on dit garde d'enfants. Bon, ok, mise en chômage partiel prioritairement. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce sera plus simple comme ça. Et donc, on n'est pas dans l'analyse des contraintes et des réponses qu'on peut apporter. On est dans une solution d'évidence en disant, vous avez des enfants en bas âge, paf, on vous met en chômage partiel. Vous avez des besoins d'adaptation de votre poste de travail dans votre environnement perso, systématiquement, vous serez les premiers à être mis sur du chômage partiel durable, etc., parce que ce sera plus simple pour nous. En fait, le préjugé, c'est que la contrainte devient finalement le biais décisionnel, c'est ils sont dans cette catégorie, donc voilà l'impact que ça va avoir, c'est mis en chômage partiel prioritairement. Donc on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre les deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, on est dans la recherche de solutions. Dans le deuxième, on est finalement dans la réponse d'évidence, qui paraît d'évidence en fait, qui est finalement réductrice. Voilà. Alors un petit schéma, là, voilà, les stéréotypes liés au télétravail. Le plus important avec le télétravail, c'est d'être dans une logique de performance. Voilà, 10 minutes de retard, il y avait du verglas dans les escaliers. Bonjour patron, non, j'ai eu un problème pour démarrer l'ordinateur. Voilà. Et puis le télétravail, c'est pour ceux qui veulent rien faire, pépère chez eux. Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à proposer ça à ton équipe. Tiens, ma collaboratrice a terminé le dossier en une demi-journée chez elle, en 2 fois moins de temps qu'au bureau. Bon, il n'y a pas de stéréotype positif à avoir non plus sur le télétravail, c'est juste qu'on peut très bien être performant. D'ailleurs, j'imagine que tout le monde l'a vécu et tout le monde l'a constaté. Et comme d'habitude, d'ailleurs, quand on est au bureau, parfois, on va travailler moins bien parce qu'il va y avoir des interactions ou pas pour d'autres raisons. Et puis, parfois, chez soi, mieux. Et l'inverse peut être vrai aussi. Donc, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Il faut vraiment être dans une logique où on fait au mieux par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve.
Alors, manager, c'est-à-dire, bon, bah, là, je rejoins ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais du coup, je le reformule un petit peu spécifiquement. Le management, c'est une question de base qui va se poser entre est-ce que j'ai une approche d'égalité ou et du coup, est-ce que je dois manager tout le monde pareil ou est-ce que j'ai une approche singulière qui me permet de prendre en compte les particularités des uns et des autres. Alors, globalement, pour formuler, pour expliquer ça, on peut être amené à se dire qu'on navigue en fait entre différentes postures, différentes positions qui vont de l'égalitarisme, qui est tout le monde pareil, en fait, en gros, qui d'ailleurs est un modèle relativement répandu, notamment dans notre société qui est construite autour de la notion d'égalité, mais l'égalité est souvent dévoyée un peu au profit de l'égalitarisme, c'est-à-dire vous avez le droit d'être différent pourvu que vous soyez pareil. On le voit souvent dans le domaine du handicap, par exemple, quand on entend que la réussite du handicap, c'est d'effacer le handicap. Réussir à intégrer les personnes handicapées serait de faire en sorte qu'on ne voit plus le handicap. Moi, par exemple, ça m'arrive que les gens me disent « tu es tellement bien intégré qu'on ne voit plus que tu es handicapé ». Et ben, si vous ne voyez pas que je suis handicapé, c'est que vous-même êtes probablement très malvoyant. Parce que moi, je suis en fauteuil roulant, ça se voit bien quand même. On me dit « oui, c'est pas ce qu'on veut dire, etc. » Et donc, en fait, on a l'impression que réussir la non-discrimination, réussir la non-stigmatisation, ce serait faire comme si la différence n'existait pas. Comme si on ne devait pas la regarder. Imaginons qu'on transpose ce raisonnement au-delà du sujet du handicap, par exemple sur le sujet du genre, et qu'on dise à une femme, tu es tellement bien intégrée qu'on ne voit plus que tu es une femme. Je ne sais pas comment on le prendrait, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le respect de la singularité, ce n'est pas l'effacement de la singularité, c'est le respect de la singularité. Et le respect de la singularité, ça veut dire je suis capable de regarder cette singularité, de ne pas réduire la personne à cette singularité, mais de prendre en compte ce que ça veut dire. Et c'est assez compliqué, du coup, d'amener les gens à exposer leurs fragilités, leurs besoins spécifiques, etc., quand l'image collective est que la réussite passe par l'effacement des singularités et par le fait que finalement, cette différence, on ne la voit plus ou on n'en parle pas. Réussir l'intégration, réussir l'inclusion, si on veut parler de ça comme ça n'est pas effacer la différence, c'est prendre en compte la différence. Alors, à l'inverse de ça, on peut avoir une approche extrême inverse, qui est la notion de communautarisme, si on veut le formuler comme ça, qui voudrait dire qu'on réduit la personne à cette particularité. On fait des catégories de population. C'est là où on serait amené à dire, par exemple, les handicapés. Pourquoi ? Parce que les handicapés, ils seraient soi-disant tous pareils. Donc évidemment, le communautarisme ou la réduction de la personne à sa singularité est stigmatisant, discriminant, etc. Donc la question, c'est ni communautarisme, ni égalitarisme, mais un mix entre les deux. On va voir après. Et cette posture qu'on peut avoir vis-à-vis des gens va se percuter avec l'organisation de l'entreprise, qui va fluctuer entre une logique de standardisation. La standardisation, c'est super bien, ça permet de reproduire des choses, d'être efficace, d'être productif, etc. Par contre, la standardisation, le corollaire de ça va être l'égalitarisme. Parce que plus je suis standardisé, plus je vais m'attendre à me retrouver face à des gens qui sont tous pareils. Donc, si je veux être en capacité de prendre en compte des singularités, je dois passer dans une logique aussi de personnalisation. Et donc, c'est trouver l'équilibre entre ces quatre postures. Si jamais je suis dans la standardisation totale, finalement, la diversité, la singularité, je la nie. En revanche, si je suis dans la personnalisation absolue, je me retrouve dans un grand n'importe quoi, où finalement, on n'a plus de standard, on n'a plus de process, on n'a plus de façon de travailler collective, et ça va devenir extrêmement compliqué aussi. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Cet équilibre, c'est la notion d'équité. L'équité, c'est je trouve de manière équilibrée une relation individuelle qui prend en compte l'environnement collectif aussi. C'est-à-dire ça va être une réponse juste au sens de la justice et juste au sens de l'effort à faire. C'est ce qu'on appellera dans le domaine du handicap la notion de compensation raisonnable. La compensation raisonnable, ça va être la réponse adaptée aux besoins spécifiques de la personne. Eh bien, si je transpose ce raisonnement, on va bien au-delà du sujet du handicap,
C'est que si j'ai un nouveau collaborateur qui arrive dans une entreprise ou si j'ai quelqu'un qui travaille de son domicile avec plusieurs enfants en bas âge, ça va être de prendre en compte cette singularité et d'adapter mon management de manière équilibrée, juste au sens juste, c'est la justice, et juste, c'est la justesse, c'est-à-dire c'est l'effort que je dois faire, c'est la question du raisonnable. Je dois prendre en compte cette singularité si je veux que ça puisse marcher. La nier, c'est-à-dire être dans l'égalitarisme, ça ne peut pas, enfin, ça va amener à évidemment des échecs puisqu'on n'arrivera pas, enfin, la personne ne pourra pas assumer finalement la notion de compensation qui sera la sienne toute seule. Ça risque d'être trop compliqué. À l'inverse, si je suis dans une logique où je réduis la personne à ça, je risque fort finalement de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des enfants en bas âge, je vais les mettre en chômage partiel prioritairement. Parce que c'est ça qui va déterminer la relation à la personne. Donc là, le fait, c'est de regarder la singularité de la personne, de l'analyser, d'en analyser les conséquences et de les compenser. C'est un peu le schéma que je montrais juste avant. Et donc cette notion, qui est une notion qui s'appelle la compensation raisonnable, extrêmement intéressante, puisque c'est une notion qui a été posée dans la loi de 2005 sur le handicap, mais qui finalement est la base du management équitable pour tout le monde. Et dans le cadre du management à distance, c'est d'autant plus important que les sources de fragilité potentielle sont multipliées. Parce que quand il y a un dérèglement d'un fonctionnement, forcément, les fragilités, les singularités, les besoins spécifiques des gens vont être additionnés, puisqu'il y a toutes celles qu'elles avaient par le passé, multipliées, enfin additionnées de toutes celles qui sont générées par la nouvelle situation. Donc, si jamais je ne prends pas en compte cette notion de management équitable, de relation équitable, je vais toujours m'attendre à ce que la personne, elle travaille de chez elle et qu'elle fasse comme si elle était au bureau, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut juste dire qu'il faut le prendre en compte. Et donc, l'idée du management équitable n'est pas de dire qu'il n'y a pas de cadre. Il y a des gens qui pourraient penser que, à partir de ce schéma-là, la réponse est absence de cadre. Ce n'est pas vrai. C'est un cadre, mais c'est un cadre qui est adapté à la situation. C'est un cadre qui peut être personnalisé, alors évidemment avec des règles communes, mais qui peut aussi être personnalisé en fonction des besoins spécifiques, de telle manière que chacun se retrouve dans un cadre qui est le sien, mais qui est un cadre qui va être opérant, fonctionnel, pour pouvoir occuper son poste dans de bonnes conditions. Et si la personne sort de ce cadre sans en avoir échangé avant, ce n'est pas acceptable non plus. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la personne a un cadre personnalisé qu'elle peut faire n'importe quoi. Il faut rester dans ce cadre. Le cadre peut être revu, si ça s'avère nécessaire, mais il doit être défini. Et le cadre, évidemment, il doit être défini en prenant en compte les événements qui se passent. C'est-à-dire la crise sanitaire amène à bouger le cadre. Si on ne bouge pas le cadre à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Là, vous voyez, c'est juste une formulation de ce que c'est que cette notion de compensation. Ça permet pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que tout le monde puisse participer au match, voir le match. À gauche, on a un traitement égalitariste, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont exclus. Au milieu, on a un traitement équitable, donc on s'aperçoit que tout le monde peut participer au match. À droite, encore une vision un peu plus idéalisée du sujet qui consiste à dire qu'il n'y a plus de barrières, autrement dit l'accessibilité est totale et donc on n'a même plus besoin de compenser. Bon, bien évidemment, on ne peut pas toujours faire ce schéma de droite, donc le schéma central est celui qui permet aussi de répondre de manière singulière et adaptée à des besoins spécifiques. Le rôle du manager, c'est la régulation de ses besoins. Et c'est vrai sur le sujet du handicap, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces différentes modalités de compensation, mais on voit qu'il y a plusieurs formes de compensation possibles. On s'aperçoit que ces compensations, elles sont valables pour le handicap, mais elles sont valables finalement pour toutes les formes de singularité. Ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire, quand vous allez avoir un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arrive dans votre équipe, cette personne-là, elle va être amenée à devoir être accompagnée peut-être de manière un peu spécifique, avec du tutorat, avec un management adapté, avec des objectifs personnalisés. On va compenser la réponse qu'on attend, on va compenser les exigences qu'on a vis-à-vis de cette personne pour prendre en compte sa particularité. Si on a des personnes qui sont en télétravail et qui sont très mal à l'aise avec le télétravail, le fait de prendre en compte ce besoin spécifique va être quelque chose de très important aussi.
le fait de mettre en place des dispositifs d'accompagnement spécifiques dans le cadre du télétravail pour des gens qui peuvent être en fragilité. On voit d'ailleurs, on a vu depuis quelques mois des logiques d'apparition de troubles du comportement psychique, etc., ou de fragilité très importantes. Si jamais on n'est pas amené à le prendre en compte et à le comprendre, ben on va droit dans le mur. Dans le cadre des ESH, on a vos gardiens et gardiennes d'immeubles, vos employés d'immeubles, ils sont pas tous identiques. Donc le management, s'il n'est pas personnalisé, s'il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que d'autres, si vous ne le faites pas, ben ça va être compliqué. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, je personnalise ma réponse aux besoins spécifiques en prenant en compte la notion d'équité. Alors, il existe 4 types de compensation. Bon, ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail compte tenu de l'horaire, mais vous pourrez le regarder de manière… il sera mis à disposition avec le support. Le support sera mis à disposition avec la rediffusion de la conférence. D'ailleurs, c'est un élément aussi qu'on reverra peut-être plus en détail mercredi. On y reviendra. Voilà. Mais on va plus détailler effectivement ces logiques de compensation aussi. Tout à fait. Mercredi, on ira plus dans le détail là-dessus. Tout à fait. Tu as raison. Donc, la transposition de la compensation à domicile, en fait, ça va questionner la question de ce qu'on appelle la raisonnabilité, c'est-à-dire que la compensation, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit raisonnable, c'est-à-dire qu'elle demande un effort non disproportionné pour les différentes parties. Donc, clairement, la compensation va-t-elle être identique dans le cadre d'une journée de travail hebdomadaire ou dans le cadre de 3 journées hebdomadaires? C'est-à-dire que, imaginons, on nous a souvent posé la question sur le télétravail pour les personnes handicapées, en disant, est-ce que je dois aménager l'environnement de travail à l'identique de ce qui est aménagé, par exemple, sur son poste de travail au niveau de l'entreprise? La question alors, sur le principe, la réponse est oui, parce qu'il faut que la personne soit en capacité d'occuper son poste dans des conditions optimales. En revanche, le bémol de ça, c'est la notion de raisonnable. C'est-à-dire, est-ce que l'effort à faire n'est pas disproportionné? Bien évidemment, si la personne elle est en télétravail une demi-journée par semaine ou 3 jours par semaine, la réponse n'est pas nécessairement la même. La preuve, c'est que quand on aménage un poste de travail pour une personne et qu'un bureau réglable en hauteur, un fauteuil ergonomique, etc., par exemple, et que cette personne va faire une réunion de travail dans un autre service, on ne va pas transposer cette compensation systématiquement dans l'autre service. On s'aperçoit qu'on ne va pas forcément à chaque fois 100% retransposer l'aménagement. Donc la question peut se poser de la même façon sur le domicile. Si la personne elle est en télétravail une journée de manière exceptionnelle, ce n'est pas la même chose que si elle est en télétravail 3 jours par semaine. Donc la notion du raisonnable du télétravail va devoir être questionnée au regard de l'ampleur de celui-ci, de ce que ça représente. Et donc l'idée fondamentale, c'est de se dire la compensation, l'aménagement doit être mise en œuvre au regard de la capacité que la personne va avoir de tenir son poste dans des conditions suffisamment bonnes, et dans une logique de durée. C'est-à-dire que si on met la personne en danger, évidemment, il faut se poser la question. Mais on a vraiment le droit de s'interroger sur la notion de raisonnable. Et ça, effectivement, ces notions de compensation raisonnable, j'y reviendrai de manière plus détaillée mercredi dans le deuxième webinaire. Alors, des a priori à la réalité, comment compenser dans le cadre du télétravail? Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, donc là on a un certain nombre de contraintes et on a des conséquences sur les situations risques. Donc, absence du matériel informatique approprié, par exemple, pour quelqu'un qui est malvoyant et qui va avoir besoin d'un aménagement de son écran, par exemple, il ne peut pas maintenir son activité. Il va y avoir une dégradation de la qualité des livrables, des retards, etc. Et du coup, les stéréotypes que ça peut générer, c'est la personne n'est pas performante. Alors qu'en réalité, c'est le contexte n'est pas adapté pour qu'elle le soit. D'accord? Donc, voilà, matériel, relationnel et humaine, des relations virtuelles, des réunions virtuelles, il peut y avoir des sentiments d'irréalité, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, etc. Donc, il faut être vigilant par rapport à cette notion, parce que, et ce qui va être intéressant, c'est de constater que finalement, avec les expériences qu'on va avoir, on va pouvoir avoir le regard qu'on a sur un collaborateur ou une collaboratrice qui peut être amené à changer. Parce que finalement, la personne n'est pas du tout à l'aise avec le télétravail. On l'estimait et on l'a considéré comme un collaborateur ou une collaboratrice de grande qualité. Et puis avec le télétravail, on va se dire finalement, non, je découvre des choses, je ne suis pas très content. En fait, ce qu'on n'a pas forcément compris, c'est que le contexte n'est plus adapté à la personne, ou du moins, on n'a pas pris en compte
fragilité dans ce contexte-là, et donc du coup, on l'a mis en difficulté, et finalement, tout le monde est perdant. La personne, évidemment, elle est perdante, mais le manager est perdant, le collectif de travail est perdant, l'entreprise est perdante, etc. Et donc, la capacité de questionner la singularité de la personne et de répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques va permettre de conserver une logique de performance de tout le monde. C'est vrai, encore une fois, dans tout ce qui est travail à distance, c'est-à-dire le fait de pouvoir questionner les besoins spécifiques de chacun. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi, on revient à la notion de raisonnable qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais on va questionner le besoin spécifique de la personne. Dans le cadre du télétravail, c'est d'autant plus important que la distance va faire en sorte qu'on risque, il y a des tas de messages non-verbaux qu'on a, par exemple, lorsqu'on est on boit un café ensemble, on voit que quelqu'un ne va pas très bien, il est un peu en fragilité, on va le détecter peut-être. Alors que la détection est beaucoup plus compliquée quand on est dans du distanciel. Donc, ça va être quelque chose d'important à noter. Voilà, bon, d'autres contraintes. Alors, posture d'écoute, du coup, ça déclenche chez le manager normalement une logique, pas normalement, mais il faudrait pouvoir se positionner dans une posture d'écoute et de confiance pour prendre en compte les situations personnelles et maintenir l'appartenance au collectif. Donc, ouverture à l'évocation des situations personnelles, j'en ai déjà largement parlé. Alors, encore une fois, hein, on ne devient pas assistant social, on n'est pas psycho du travail, etc. Mais on ne peut pas faire abstraction des contraintes que ça génère chez les personnes. Ouverture à l'évocation des situations personnelles, identification des situations spécifiques et des contraintes perso-pro, identification des signaux faibles, vigilance sur les fragilités psychologiques, les variabilités d'humeur, les oublis répétés. C'est toujours vrai, ça, mais alors c'est a fortiori vrai quand les contacts sont plus rares. Parce que plus on a des contacts fréquents, plus on va presque mécaniquement avoir des déclencheurs de signaux faibles qui vont être activés. Quand on est à distance, forcément, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des tas de moments où on n'a pas du tout de contact avec les personnes. Et donc, le fait d'être vraiment dans une posture d'écoute très active, lors des moments qu'on va consacrer aux personnes, c'est d'autant plus important dans ce cadre-là, dans le cadre du management à distance. C'est assez clair. Donc, du coup, réaliser des adaptations associées, faire un suivi régulier, proposer un soutien psychologique, ça peut aussi être très important parce que parfois les détecteurs peuvent être externes. La personne n'ose pas en parler avec son manager, mais il peut peut-être en parler à d'autres personnes qui vont ensuite être vecteurs d'alerte. Voilà, vigilance pour toutes les catégories de personnel, y compris les managers et dirigeants. Ça, c'est une vraie question aussi, c'est-à-dire que parfois, on a l'impression que les managers et dirigeants, on revient au stéréotype positif, sont hyper costauds, donc ils n'ont pas besoin d'accompagnement. Ce n'est pas vrai non plus. Ils ont aussi besoin d'accompagnement et de vigilance. Maintien du lien social et de l'appartenance au groupe. Là, on constate d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais nous, on constate par exemple que dans notre propre entreprise, les gens, ils souffrent pas mal, ils sont souvent... c'est une difficulté pour eux de se retrouver à être obligés d'être en permanence en télétravail. Ils aiment vraiment aussi pouvoir se retrouver dans un collectif, venir au bureau, etc. Il y a des gens qui nous disent mais on ne supporte plus d'être isolés, voilà, on a vraiment besoin de ça. Donc le fait de conserver en faisant peut-être des petites réunions régulières, des petits virtuels cafés, des choses comme ça. Bon, ça peut paraître des micro-détails, mais ça peut aussi générer du lien social et c'est vraiment important. Donner du sens aussi aux gens. Donner du sens au travail pour que les gens puissent y adhérer, donner des perspectives d'avenir, transparence et égalité d'accès aux informations. Voilà, donc avec quelques rituels sociaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, partage des objectifs collectifs, des canaux de communication, instaurer des règles collectives, par exemple que tout le monde puisse avoir, je ne sais pas, il y a des gens qui créent des groupes WhatsApp, il y a des gens qui ont des outils de messagerie qui sont alimentés et du coup qui peuvent échanger régulièrement. Voilà, il y a peut-être quelques petites règles comme ça à prévoir. Voilà, et adapter son mode de management. Voilà, bon, l'importance de l'écoute active, management sur le questionnement, détection des signaux faibles. Bon, je reprends un petit schéma que vous avez probablement ou peut-être déjà vu, mais qui est souvent un peu rigolo, qui est aussi souvent utilisé dans le cadre de la gestion des projets. Donc, ce que l'on attendait, ce que le manager a compris, comment le projet a été formalisé, comment les salariés se le sont appropriés, comment d'autres salariés l'ont compris, comment le projet a été documenté, ce qui a été fait, sur ce que le projet a coûté, l'avenir du projet, ce dont l'entreprise avait vraiment besoin. Bon, tout ça pour voir qu'on peut avoir une multitude de compréhensions d'une même situation et qu'on n'a pas la même appréhension par rapport à ça. Voilà. Donc, pour le sujet du handicap à proprement parler,
Donc, les indicateurs qui peuvent être importants et les signaux faibles, ça peut être notamment, évidemment, la transmission d'une reconnaissance de handicap, mais ça, c'est vrai tout le temps. Demande d'information pour faire une demande de reconnaissance de handicap, arrêt de travail, changement d'attitude, repli sur soi, volubilité, changement d'attitude, en fait, ponctualité au point d'activité aux réunions, perte de motivation, propos négatifs, baisse de la qualité des livrables, augmentation des taux d'erreur, changement d'apparence, surengagement, séquence de travail anormalement longue. Tout ça, c'est des indicateurs qui peuvent être des petits signaux qui vous permettent de vous dire « Ah, il y a peut-être un risque là, il faut que j'aille un peu plus loin et que j'investigue plus avant là-dessus. » Voilà. Donc, donc là, un petit schéma qui montre qu'avec le temps et l'autonomie, il y a un certain nombre il y a des étapes qui permettent d'arriver vers une logique vraiment d'autonomie, notamment la mise en perspective des conséquences de la singularité en situation de travail à distance, la définition des adaptations à prévoir, donc les compensations à mettre en œuvre, la définition des objectifs, l'évaluation du rythme d'accompagnement managérial, et puis la validation de l'autonomie de la personne pour pouvoir aller jusqu'à une efficacité totale. Voilà, donc là, je pense qu'on est dans les temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations, des réactions que vous souhaiteriez faire? On a encore quelques... Oui, merci Guy. Alors, c'est un timing parfait. On est à 4 minutes de la fin. Donc, bravo déjà pour cette belle performance parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et ça a été très complet. J'en profite pendant ces 4 minutes. Si jamais vous avez des réactions ou des remarques, des questions également à poser, vous pouvez toujours le faire via le chat, comme au début comme on vous le proposait au début du webinaire. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la question du handicap. Et en tout cas, c'était le sujet qui nous réunissait aujourd'hui. On se trouve dans le cadre de la SEPH, etc. Mais finalement, cette question du management et de la prise en compte du handicap dans le management, en l'occurrence du travail à distance, mais on pourrait même finalement exclure cette question du travail à distance, c'est la question du management en général, et se lie intrinsèquement à toutes les singularités, comme tu les appelles. En tout cas, c'est toi qui m'as fait apprendre ce mot, en tout cas à l'utiliser, parce que moi, j'avais tendance à dire différence ou particularité. Et donc, chaque attente, j'aime pas trop dire contrainte parce que finalement, c'est assez négatif. Mais conséquence, moi j'utilise beaucoup le terme de conséquence en fait. Voilà, donc chaque conséquence, en tout cas chaque facteur personnel qui peut impacter effectivement quelqu'un est révélatrice d'une conséquence au travail. Et donc, effectivement, le manager doit le prendre en compte. Donc, cette question du handicap permet finalement de traiter largement de la question du management de la singularité, comme tu le dis bien souvent. Et dans le contexte de crise sanitaire, ça a été notamment révélateur parce qu'on a eu justement, comme tu le disais très bien, la notion de parentalité qu'il fallait prendre en compte. Et ça a été quelque chose qui a finalement mis d'accord beaucoup de personnes, je pense. La question aussi, on l'a peut-être un peu moins évoquée, mais la question des aidants, telle que tu pouvais le dire aussi. Oui. Finalement, on pouvait avoir des parents, mais aussi des voisins à pouvoir aider. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte aussi. On avait aussi des contraintes. Là, si on reprend le cas là, il y a quelques jours, on avait le couvre-feu. Je ne sais pas, c'est tout bête, mais aller faire ses courses, on ne peut pas y aller après une certaine heure, alors qu'avant, on pouvait peut-être le faire. Donc, c'est toutes ces choses-là, tous ces facteurs qui peuvent impacter et en tout cas, impacter au travail et que le manager doit prendre en compte. Oui, complètement. Oui, la notion des aidants, effectivement, j'avais envisagé de l'évoquer et puis tu as bien fait de le rappeler. Clairement, alors d'abord, c'est une question qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui dans le travail en général, indépendamment même de ces périodes, mais elle est encore plus impactante, on va dire, dans ce contexte spécifique, puisque avec des personnes qui ne peuvent pas, par exemple, sortir de chez elles ou qui sont pour des raisons sanitaires, par exemple, ne peuvent pas, ou parce qu'elles sont âgées et qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles, on est chacun d'entre nous peut-être encore davantage sollicité par rapport à ce rôle d'aidant. Et donc, si le manager ne veut pas ou ne souhaite pas ou ne peut pas l'entendre, c'est un vrai problème. Et tous ces exemples que tu as donnés mettent en lumière le fait que cette notion de management des singularités, c'est vraiment justement quelque chose qui est
alors que le handicap met particulièrement en lumière, mais finalement qui se transpose à n'importe quelle situation de singularité. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Moi, j'ai souvent tendance à dire, peut-être en synthèse de ça, c'est manager une personne handicapée, c'est manager une personne singulière, bah, ça devrait juste être un pléonasme, en fait. C'est sûr. Oui. Voilà. Et donc, les situations particulières comme celle de la crise sanitaire ne font que révéler encore davantage parce que plus on est dans des situations de complexité, plus on est dans des situations finalement de difficulté ou de dérèglement, et plus c'est difficile finalement d'être dans la norme en fait d'une certaine manière. Or, moins il y a norme d'une certaine manière, et plus c'est difficile pour chacun de se retrouver dans cette norme, puisque les contraintes personnelles vont avoir encore plus de poids et d'impact. Et donc, si on ne prend pas en compte ces notions-là, on va directement dans le mur, c'est quasi garanti, quoi. Donc, voilà, donc c'est en ça que le sujet du handicap et de la singularité en général, finalement, nous questionne sur le management respectueux, finalement, et pas pour. Pas dans une logique d'être un béni oui-oui ou quelque chose de très. Enfin, voilà, de très. Certaines personnes pourraient considérer comme étant un petit peu gnangnan, quoi. Mais juste parce que c'est mieux pour tout le monde, en fait. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci Guy. On arrive au terme de notre webinaire. Merci pour cette présentation. Je crois qu'effectivement, elle a été saluée par quelques-uns de nos participants. Nous, on se retrouvera mercredi, donc ce mercredi 18 à 9h30 pour un prochain webinaire sur comment prendre en compte le handicap dans la mise en œuvre du travail à distance, mais dans son organisation de travail. Donc là, on est sur un webinaire qui va être plus à destination des responsables RH, des directions, des ressources humaines, des référents handicap, etc. Mais bon, les managers, s'ils sont intéressés, peuvent largement y participer. Comme tu le disais, on va se retrouver. Donc, si vous n'y participez pas, on se retrouvera également tout au long de l'année 2021 pour des cycles de webinaires, avec un premier webinaire qui sera organisé le 12 janvier prochain et qui sera dédié à l'OETH, donc l'obligation pour l'emploi des personnes handicapées. Et donc, du coup, qui reviendra effectivement sur les droits, devoirs de l'employeur et justement sur notamment sujet technique, la DEETH. Enfin, bon, bref, on va décrypter aussi toute la législation autour de ce sujet. Voilà. Surtout avec la nouvelle dimension réglementaire récente. Exactement, exactement. Bon, encore 1000 fois merci pour cette présentation et puis je vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit et puis à mercredi si jamais vous êtes des nôtres. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.